Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max, et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 6e épisode de la saison 4 de tranche de couple. épisode qu'on a choisi d'intituler L'épisode bleu. Et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve aussi entre-temps sur notre page Facebook et notre compte Twitter de réseau bleu. Toujours tranche de couple avec un 2 au milieu et au singulier comme le nom du podcast ou par email tranchedecouple@gmail.com. Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast ou des nouvelles de Max et Guillaume, ça marche aussi. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche d'actu et de nos vies tous les 15 jours. Alors Max, on va enchaîner tout de suite pour la première rubrique sur le bleu. Mais quel rapport en fait entre le bleu et ta rubrique ? Eh oui, rubrique actu. Rubrique actu, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous faire un retour sur une des principales actualités du monde de la tech à la fin du mois d'octobre. Vous vous en doutez, vous doutez bien sûr de quoi je veux parler, le rachat de Twitter par Elon Musk, le propriétaire et dirigeant de plusieurs entreprises américaines que vous connaissez, Tesla d'une part, le constructeur automobile et de solutions de stockage d'énergie, SpaceX qui construit et met en orbite des fusées, navettes spatiales et un réseau internet par satellite Starlink, The Boring Company qui construit des tunnels urbains alternatifs au métro et Neuralink, une entreprise qui travaille sur le cerveau. Enfin, on le connaît surtout en ce moment pour ses conneries sur ses sorties à la con sur Twitter, d'ailleurs. Oui, exactement. Alors, le rachat de Twitter par Elon Musk, c'est un peu un serpent de mer, en fait, parce que ça fait déjà plusieurs mois que c'est un sujet dont on ne sait pas s'il arrivera au bout. Et bon, spoiler, c'est arrivé au bout. Suite à la proposition initiale de Elon Musk d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, un prix très élevé et légèrement surcoté. Et puis des tentatives de se sortir de ce deal par divers motifs, notamment en affichant que finalement, il y avait un nombre trop élevé de bots, c'est-à-dire de faux comptes, sur le réseau, et du coup qui ne valait pas 44 milliards de dollars. Donc sous la pression de poursuites judiciaires, et éventuellement de se voir forcer la main pour acheter, pour finalement réaliser cette acquisition, Elon Musk a finalement finalisé son accord avec Twitter, en achetant le réseau pour 44 milliards de dollars, ce qui est un prix très élevé, comme je l'ai dit, et en passant, il a viré les dirigeants de Twitter, mais aussi, quelques jours plus tard, près de 50% des effectifs, ce qui n'est pas rien. Alors depuis, Twitter est dans une espèce d'espace-temps à part, avec un dirigeant qui tâtonne, Guillaume dirait qui déconne. Oui, c'est ça. C'est question de point de vue, je veux dire, après. Dans sa poursuite de son objectif de libérer la parole, le free speech, mais aussi de trouver un modèle économique rentable, alors que jusqu'ici, non seulement Twitter perdait toujours de l'argent, mais également son financement était totalement dépendant des annonceurs. On y reviendra, mais le dernier qui a essayé de gérer un pays via Twitter, c'était Trump, et ça n'a pas très bien terminé pour lui. Bon, d'ailleurs, Elon Musk avait annoncé qu'il débloquerait Donald Trump de Twitter, mais c'est toujours pas fait. Toujours pas revenu. Oh, non, je crois qu'il l'a débloqué, mais Trump préfère être sur son réseau à lui, qui n'a pas marché d'ailleurs. Comme disait un journaliste sur Twitter justement hier, il soliloque tout seul sur son réseau, notre ami Trump. Exactement. Enfin, on est dans l'entre-soi, c'est sympa. Oui. Enfin, parfois sur Twitter, on peut aussi être dans l'entre-soi. Néanmoins, ça dépend avec qui dans quelle communauté entre guillemets tu agis et tu interagis. Alors les annonces erratiques de Musk ont pour l'instant réussi d'abord à faire fuir un grand nombre d'annonceurs. Et Musk a annoncé et mis en œuvre un changement relatif aux comptes certifiés. Alors que jusqu'ici, ces comptes certifiés qui étaient reconnus par un petit logo bleu ou blanc, un petit check, comme on dit, un petit check, étaient décernés à des personnalités politiques, à des acteurs économiques, à des influenceurs pour assurer une certaine garantie qu'il s'agissait bien des personnes réelles et pas de quelqu'un qui se prétendrait être cette personne sur le réseau. Musk a imposé un nouveau système
où chacun, moyennant $8 mensuels, peut acheter un compte Twitter bleu, ruinant en fait tout l'intérêt de ce type de certification. Et ça, c'est vraiment absurde et même dangereux. Absurde parce que finalement, ce sont les comptes certifiés qui apportaient du trafic à Twitter, et les faire payer alors qu'ils génèrent du trafic et donc de la valeur ajoutée n'a pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, de nombreuses personnalités, journalistes, tout ça, ont dit qu'ils ne paieraient pas. Enfin, eux, finalement, ils ont bien reconnu qu'ils apportaient cette valeur ajoutée. Et dangereux d'autre part, parce que dès lors que chacun, sans réelle vérification, peut accéder à un compte Twitter bleu, auparavant synonyme de compte certifié, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, escroqueries, etc. Et le plus dangereux, c'est qu'Elon Musk lui-même en profite pour prendre sa revanche contre des gens l'ayant critiqué lorsqu'il se trouve dans cette situation. Une attitude qui est à l'opposé de ce que l'on peut attendre d'un dirigeant d'une telle entreprise, dont le rôle est d'assurer la stabilité et la fiabilité du réseau. Finalement, ce qui risque de faire tomber Twitter, c'est très probablement la personnalité même d'Elon Musk, à moins qu'il ne réussisse, en tâtonnant et en allant au-delà des sentiers battus, à repenser la plateforme. Mais même s'il y arrivait, attention à la casse entre-temps. Non, on devrait tous se rappeler que quand on utilise Twitter ou Facebook, on utilise d'abord et avant tout une plateforme qui est mise à disposition par une entreprise privée. Et que donc derrière, il n'y a pas de contrôle. On le voit aujourd'hui, le gouvernement, les gouvernements en général, mais en France, le gouvernement a bien essayé de légiférer, notamment sur les questions de racisme, d'homophobie, de tout ce qui est toute la lie de l'humanité qui retrouve son écho. On y reviendra à la fin de ma rubrique, parce que c'est... Enfin, ça a beau être une entreprise privée, il y a quand même des règles, même si c'est sur Internet. Bon, alors, d'autres plateformes ont profité de ce chaos, qui a résulté dans une fuite d'un certain nombre d'abonnés Twitter, qui était jusqu'ici la plateforme de microblogging de référence. Donc, la plateforme dont on a le plus entendu parler, c'est Mastodon, avec de nombreux abonnés Twitter diffusant sur Twitter leur nouveau compte Mastodon, c'est intéressant, mais aussi leur déboire avec la plateforme, qui visiblement n'était pas vraiment prête à absorber l'afflux soudain de nouveaux abonnés. Alors, Mastodon, c'est quoi ? On vous en parle un peu plus tard dans la rubrique Geek. Alors, pour finir, je voulais simplement dire que, on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer. Ce qui est sûr, c'est que les choses vont évoluer. Ça, il n'y a vraiment pas de doute. Alors, Musk réussira-t-il son pari de transformer Twitter et d'en faire finalement un outil au service du développement de l'humanité, parce que c'est comme ça qu'il le présente, ou Twitter va-t-il disparaître ? Quel autre réseau alternatif va prendre l'avantage ? Ce qui est rassurant néanmoins, c'est qu'en Europe, il y a des règles qui s'appliquent et qui s'appliquent pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, notamment en matière de liberté d'expression. Et ça, c'est notamment possible grâce à la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur les Digital Services Act. Et donc, notamment le commissaire français Thierry Breton avait rencontré Elon Musk en avril dernier, lorsque ce dernier avait annoncé qu'il voulait acheter Twitter. Et... lui avait été rappelé, et finalement, a priori, Musk avait dit oui, bien sûr, on respectera les règles. Et d'ailleurs, quand Twitter a dit l'oiseau est libéré, et Thierry Breton a tweeté en disant que néanmoins, en Europe, il devrait se conformer aux règles. Voilà, donc là-dessus, il faut quand même être rassuré, mais ça reste l'Europe dans un cadre limité, donc dans le reste du monde. Voilà. Et effectivement, le risque, c'est que tout le langage, la pire lie de l'humanité trouve sa place à nouveau sur Twitter. Voilà, on verra, affaire à suivre, mais on est sûr qu'on y reviendra, parce que Guillaume et moi, on est des utilisateurs de Twitter. On n'aime pas beaucoup ce qu'on y voit pour l'instant. On espère que les choses vont rapidement rentrer dans l'ordre, parce que là, c'est du n'importe quoi. Absolument, merci Max. Alors Guillaume, on passe au prochain épisode qui lui aussi est un épisode bleu, deuxième rubrique bleu. Mais oui, dans la grande tradition de ce podcast, pour celles et ceux qui nous suivaient déjà en 2020 lors des précédentes élections aux États-Unis, on va vous parler midterms. Alors on va vous parler bleu, puisque bleu c'est la couleur des démocrates. On va vous parler un peu rouge aussi, puisque le rouge c'est la couleur des républicains. Alors première question que vous vous posez peut-être, c'est les midterms, c'est quoi ? Aux États-Unis, il faut imaginer un peu comme en Belgique, le millefeuille politique qu'on trouve dans les États en général, dans les États fédéraux en général. On a le gouvernement fédéral en haut, les chambres, toujours au niveau fédéral. Donc aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants et le Sénat qui forment tous les deux ensemble ce qu'on appelle le Congrès, les parlements locaux, mono ou bicaméral, caméraux, je sais pas, mais aussi des rôles qu'on connaît moins mais qui n'en sont pas moins importants, comme par exemple le gouverneur, toute une série d'élus comme l'attorney général, certains maires ou le très redouté, on y reviendra, secrétaire d'État.
Dans un souci de rendre les choses moins chronophages, quoique, quand on voit le temps que ça met aujourd'hui à avoir les résultats pour certains États, on vote aux États-Unis une fois tous les 2 ans, en principe, et on regroupe les votes tous ensemble. On vote une fois pour plein de choses différentes. Il y a aussi des référendums. Voilà, l'objectif, time is money au pays de l'oncle Sam. On essaye d'être vigilant à ça. Au niveau fédéral, donc, la Chambre des représentants, la chambre basse du Congrès est renouvelée entièrement tous les 2 ans. 435 représentants qui remettent donc leur légitimité en jeu tous les 2 ans. En réalité, c'est même tous les 1 an et demi parce qu'il y a des campagnes qui commencent 6 mois avant le début. Donc on imagine si on devait se retaper de voter pour l'Assemblée nationale en France tous les 2 ans. Je sais pas trop comment ça se passerait. Ça paraît pas pour le coup très money-wise, quoi. Pas très sagement. Enfin bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Quant au Sénat et à ses 100 sénateurs, 2 par État, ils sont renouvelés, ces sénateurs, par tiers tous les 2 ans. Le mandat est donc d'un sénateur de 7,5 ans et non pas de 2 ans. C'est un peu plus raisonnable déjà. Et le président, on ne reviendra pas sur le mode d'élection qui a déjà fait l'objet de toute notre attention il y a 2 ans et qui est, ma foi, fort compliqué, mais c'est tous les 4 ans. Ensuite, chaque État décide en fonction de la durée des mandats de ses élus à quelle élection il souhaite se raccrocher pour la remise en jeu de tel ou tel poste en fonction de la durée, voilà, comme je disais, des mandats. Alors, quels étaient les enjeux de ces midterms rapidement ? Il y avait plusieurs enjeux. Il y avait d'une part un certain nombre de référendums sur la légalisation, ou au contraire l'interdiction de l'avortement. Alors la bonne nouvelle, c'est que la plupart des référendums qui sont passés ont soit, par exemple en Californie ou au Michigan, fait inscrire dans les constitutions de ces États le droit à l'avortement, ou comme au Kentucky ou au Montana, les votants ont dit non à des propositions visant à rendre plus compliqué le fait de pouvoir avorter, voire à interdire tout simplement l'avortement dans ces États. Il y avait aussi un certain nombre d'élections, la possibilité pour un certain nombre de Trumpistes ou de républicains à tendance complotiste de pouvoir être élus. Alors là, c'est aussi un échec cuisant pour le président, l'ancien président, puisque la majorité de ces gros candidats ont été éjectés, et puis même certains candidats qui ont ont vu après avoir été élus en 2020, comme Laura Boebert par exemple dans le Colorado aujourd'hui, elle est en ballottage favorable, mais en ballottage tout de même, alors qu'elle menait par exemple de 15 points il y a 2 ans en arrière contre le candidat démocrate. Donc cette personne, pour vous dire, c'est une de celles qui veut revendiquer le droit à arriver armée à Washington et à pouvoir entrer au Capitole armée. Bref. En tout cas, ça c'est donc plutôt un échec de ce côté-là et une plutôt bonne nouvelle pour la démocratie, comme l'a rappelé Joe Biden dans un discours suite notamment au premier résultat. Et puis il y a un troisième enjeu qui est important, qui est celui, je vous ai parlé du poste des secrétaires d'État. Pourquoi c'est important ? Parce que dans chaque État, les secrétaires d'État sont les personnes, les élus, qui ont le pouvoir de certifier les élections et donc de donner le document, de signer les documents nécessaires pour valider les résultats d'une élection. On imagine donc qu'entre les mains de personnes peu scrupuleuses ou peu disons, pas très proches du fonctionnement démocratique tel qu'il existe aujourd'hui, si ces postes tombaient entre les mains de ces personnes, on pourrait avoir des contestations sans fin d'élections qui ont eu lieu, dont on a eu des comptages qui ont été validés, disons, par les électeurs, mais qui mettraient un temps fou à être validés au final, parce qu'il faudrait passer non plus par les secrétaires d'État qui refuseraient de certifier, mais par la voie juridique. Alors, même si ces élections sont réputées être généralement une manière de sanctionner le parti au pouvoir, est-ce que c'est si rare que les deux partis gardent le contrôle de l'une ou l'autre des chambres, comme c'est le cas ici, puisque à l'heure où nous enregistrons ce podcast, on ne sait pas encore exactement qui aura la majorité à la Chambre des représentants. Il reste une dizaine de sièges à pourvoir, mais on sait cependant que les démocrates conservent au moins leur majorité au Sénat, voire peut-être, on y reviendra, un siège de plus au mois de décembre. Alors oui et non. Dans le passé récent, Obama en 2010 et Trump en 2018 ont gardé leur majorité au Sénat, mais ils ont perdu la Chambre. La grande différence, c'est qu'ils ont perdu respectivement 63 sièges à la Chambre pour Obama et 41 pour Trump, alors qu'on projette une perte maximum à ce stade de 6 sièges pour les démocrates cette année. Pas de vague rouge du coup ? Non, la vague rouge que tout le monde annonçait, que tout le monde attendait, y compris certaines agences de sondage, n'est pas arrivée. Ce qu'il faut savoir, puisqu'on parle des sondages, je fais un petit aparté rapide, mais c'est que ça a notamment été
documenté par Mathieu Gallard, qui est un twitto et aussi responsable de recherche de l'Institut de sondage Ipsos, qu'un certain nombre d'instituts de sondage ont fleuri au cours des 4 à 5 dernières années, mais qui étaient des instituts plutôt proches des Républicains et qui donc avaient des biais dans leur façon de calculer les résultats et ont donc fait partie de tout cet embrouillamini autour d'une prétendue vague rouge qui devait arriver. Bref. Là encore, la différence entre les cas Trump ou Obama et le cas ici Biden vient d'une multitude de facteurs. La victoire en 2020 des démocrates à la Chambre des représentants était déjà relativement étriquée. Ils avaient une toute petite majorité de 5 ou 6 sièges. Toute petite majorité. Voilà. Parfois, c'est une question de taille, et la taille, ça compte, surtout quand il y a 450 ou 435 élus. Le rejet des élites trumpistes, d'autre part, on en a parlé, et d'un certain nombre de candidats complotistes et extrémistes dans la mouvance de Trump extrême, et en plus d'un sursaut inattendu d'électeurs démocrates qui avaient pu se démobiliser et n'avaient pas voté, notamment en 2020, dans les années passées, malgré une conjoncture difficile, avec un taux, les États-Unis regardent beaucoup le taux d'approbation du président. Biden, il est à 41%, c'est pas fou, on va pas se mentir, et un mélange de problèmes internes, inflation, coût de l'énergie, et externes avec un contexte géopolitique instable et des tensions avec la Russie et la Chine. Bref, on n'y est pas encore, parce que 6 jours après le scrutin, au bout du suspense, il reste une dizaine de sièges à pourvoir à la Chambre des représentants. Une des dernières projections en date de la chaîne NBC donne 219 sièges pour les républicains, soit un siège de plus que la majorité de 218. Et que ça ne sera de toute façon pas simple pour le chef de file de la majorité à la Chambre, quelle qu'elle soit, de faire avancer un agenda avec une majorité aussi étriquée. Merci Guillaume pour ce point tout à fait précis. Et effectivement... toujours étonnant pour nous de voir comment ces élections prennent du temps finalement pour obtenir les résultats. Mais à la limite, on peut comprendre que des bulletins qui viennent du fin fond de l'Alaska mettent du temps à arriver. Ça, ok, fine. Mais quand on est dans des États comme la Californie, ils ont encore, je ne sais plus combien, 5 ou 6 sièges qui n'ont pas été, dont on n'a pas pu annoncer les résultats parce qu'il n'y a pas suffisamment de bulletins qui sont rentrés. Ou même le Maine. Le Maine, c'est quand même pas le bout du monde, non ? Non, c'est vrai. Mais parfois, les résultats sont tellement serrés que du coup, il y a recomptage parce que aux États-Unis, on peut demander le recomptage. Et voilà, la différence de notre système à nous qui est organisé pour que globalement tu puisses. Il faut savoir que chaque État organise ses propres élections. Ouais. Et d'ailleurs. Et ses méthodes de comptage. Comme une bonne nouvelle que finalement. Les secrétaires d'État des différents États ont pas été. Ce ne sont pas les républicains qui ont été élus parce que là c'était une vraie difficulté ou un vrai problème dans la chaussette. En 2020, ça a été parfois problématique avec certains qui n'étaient pourtant pas encore aussi radicalisés qu'ils le sont aujourd'hui. Et ça, je reviens rapidement parce que je vous avais dit que j'y revenais sur le cas de la Géorgie. La Géorgie est encore une exception dans le paysage électoral américain puisqu'il est prévu que lors des élections sénatoriales, si aucun candidat n'atteint les 50%, ils font une élection à la française avec un deuxième tour. Et donc, c'est pour aucun des candidats n'a atteint 50%. Le plus proche est à 49,4%. C'est un démocrate. Mais du coup, forçant le 6 décembre prochain un deuxième tour entre les démocrates et les républicains pour soit donner un siège de plus aux républicains, soit aux démocrates. Et la majorité déjà, de toute façon, la majorité acquise. Est déjà démocrate par le truchement du fait que la vice-présidente, du coup, peut voter. On est à 50-49 pour l'instant. 50-50, c'est 50-50, c'est la vice-présidente qui départage. Exactement. Merci Guillaume. Et pour terminer cette rubrique Actu, juste une petite remarque ou note sur le fait que la Hongrie... finalement, copain, ça faisait longtemps. Vous savez, ils avaient été sanctionnés à cause de leur non-respect de l'état de droit. Hongrie, Danube bleu, vous voyez le lien avec notre épisode ? Non. Magnifique, Guillaume. Et donc, finalement, tout le plan de relance européen, ils n'avaient pas pu bénéficier de tout ce cash. Et donc là, ils ont essayé de négocier avec Bruxelles, de faire des réformes de leur système judiciaire à nouveau, pour débloquer les 7,2 milliards de subventions que l'Union européenne avait prévues dans le cadre du plan de relance post-pandémique. Voilà, donc affaire à suivre, mais ça montre au moins que quand on tient les gens par les cornesses financières, ça joue.
Voilà. Merci Max pour ce petit point actu Union européenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas vraiment de gros points d'actu, mais de temps en temps, il faut savoir aller ailleurs. Exactement. Et donc, on va d'ailleurs du côté de la Belgique, Guillaume, pour notre point Belgique. Eh bien oui, pour notre point Belgitude, aujourd'hui, on va pas se mentir, j'ai un peu galéré à trouver des choses à vous raconter, parce que je voulais quand même insister sur un point un peu drôle, un peu cocasse. Et donc, on peut toujours faire confiance aux Belges quand même pour trouver quand même quelque chose d'un peu absurde. On peut toujours faire confiance aux Belges, mais c'est important aussi de trouver quelque chose qui ait du sens. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas aller trouver quelque chose dans la loi. Mais oui, messieurs, dames, dans la loi. Retour sur quelques perles trouvées dans les lois belges qui nous rappellent que le pays n'a pas gagné son titre de berceau du surréalisme pour rien. Une première perle, par exemple, nous apprend que le drapeau belge tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas constitutionnel. En effet, dans l'article 193 de la Constitution, il est stipulé que la nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noir. Or, il s'avère que durant ces 187 dernières années, les couleurs ont été inversées, donc noir, jaune et rouge. Est-ce que c'est une erreur d'impression ? Eh bien non. En fait, si les couleurs sont dans l'autre sens, c'est parce que en 1831, le pays voulait marquer la différence avec l'ancien envahisseur néerlandais et le drapeau a alors été retourné. Malgré le changement de drapeau, la Constitution n'a jamais été modifiée, donc la Belgique vit au quotidien avec un drapeau inconstitutionnel. Bon. Alors ça, c'est quand même ouf. Deuxième petite loi, la loi Maillot. Ben oui, en 2015, alors que l'Europe traversait une xème crise notamment et que la Grèce sortait à peine de ses difficultés de paiement, la Belgique a mis dans la loi la composition de la mayonnaise qui peut être vendue et appelée mayonnaise sur son marché. Really. C'est une mayonnaise qui fait un peu tâche, on va dire, puisqu'elle avait le constat qui a été fait à l'époque partait d'un principe intéressant qui était de dire que la mayonnaise est trop grasse et qu'il fallait donc abaisser de 80% à 70% le taux de matière grasse. Et même les œufs présents dans la mayonnaise devaient faire un régime avant d'atterrir dedans pour passer de 7,5 à 5%. C'est très précis. Voilà comment deux petites perles belge. Alors, il y en a plein d'autres, hein, des petites perles. Après, si vous êtes français, que vous nous écoutez et que vous vous marrez bien, si j'étais vous, je ne ferais pas les malins parce que le jour où vous adoptez un cochon, je vous déconseille très fortement de l'appeler Napoléon parce que sachez que c'est interdit dans la loi en France d'appeler son cochon Napoléon. Merci Guillaume, on apprend plein de choses dans Tranche de Coupe, donc si vous voulez faire découvrir plein de choses à votre entourage, n'hésitez pas à diffuser ce podcast un peu plus tard, enfin un peu plus loin que simplement vous. Allez, on passe à la rubrique tranche de couple, vie de couple, pardon. C'est à la rubrique pizza et pâtes, oui. Ah, c'est l'Italie, alors pas de rapport avec le bleu, Deep Blue. Ah si, j'ai trouvé, tiens, Deep Blue, Deep Pinto, Deep Blue. Ouh! Vous avez vu, on tire les ficelles de notre titre d'épisode au fur et à mesure. Voilà. Pourquoi on va vous parler de pizza et de pâtes ? Alors, on vous parle plus généralement de cuisine. D'habitude, vous le savez, on aime bien cuisiner. Et au début après l'été, on vous a parlé pizza. On vous a parlé de la nouvelle machine à pizza que je me suis achetée. Je me suis fait plaisir. On peut vous dire que maintenant, on a quand même bien inauguré la machine, qu'elle fonctionne très très bien. On a même trouvé une petite recette de pizza avec du salami ou saucisson au poivre, ricola, roquette, miam miam, délicieuse. Ricola, roquette, miam miam. Donc voilà, on a une recette de pâtes finalement qu'on a trouvée qui est pas si mal. Voilà, donc ça se passe bien et c'est délicieux. Donc si jamais vous avez envie de vous arrêter manger une petite pizza, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, pourquoi est-ce qu'on devait parler de pâtes, Guillaume ? C'est parce que la dernière fois, on vous a parlé d'une polémique, n'est-ce pas, sur la cuisson des pastas en Italie. Tout à fait. Le fait qu'on pouvait faire des économies d'énergie grâce à la cuisson passive. Donc l'idée, c'est que vous faites bouillir votre eau et puis vous coupez le gaz ou l'induction ou whatever et vous mettez un couvercle. Et puis, vous ajoutez 2 minutes de cuisson et globalement, c'est cuit. Alors, on a testé. On vous a d'ailleurs même mis une photo ou 2 photos sur nos réseaux. Et ça fonctionne. Sans surprise. C'était excellent. Les pâtes, comme on les aime. Exactement. Al dente à l'italienne.
Bon, et sinon, pour nous, comme on vous l'a dit sur les réseaux sociaux, on sort doucement du tunnel, n'est-ce pas? Le long tunnel qu'ont constitué ces mois doucement, d'octobre et novembre. Oui, doucement, doucement, je dis une chose à la fois. On y est, moi, on est un peu forcé de rester à Bruxelles. Grâce à Guillaume, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Je travaille le week-end, mais ça veut dire qu'on est obligé de rester un peu chez nous et de pouvoir profiter de la maison. Alors, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire non plus, mais ça a un avantage parce qu'on a un peu morflé quand même sur les week-ends de septembre et octobre, je crois. Ouais. Je confirme. Non, c'était pas simple. Mais du coup, ça nous permet d'avoir de la visite. On a eu la visite de ma chère mère, n'est-ce pas, qui est venue il y a 2 semaines. Maman, si tu nous écoutes. Big up, belle-mère. Big up belle-mère. Vous avez vu où il en est, Max? Tranquille. Et puis Mélie et Tristan qui sont venus ce week-end. On était ravis de vous voir. Je viens juste de les lâcher pour qu'ils rentrent en Haute-Savoie, mais c'était bien chouette d'avoir du monde ici, d'avoir une maison qui bouge aussi un peu. On vous l'a déjà dit, c'est quelque chose qui nous avait un peu manqué, donc voilà, si vous êtes susceptible de vous faire inviter chez nous, n'hésitez pas à nous faire un message et on vous invitera avec plaisir du coup. Exactement, y compris pour manger des pizzas, si vous voulez manger des pizzas. Mais on vous rappelle, si vous venez chez nous, il y a une petite taxe, il faut nous rapporter des produits régionaux français. De préférence du fromage. Et puis, forcément, novembre, c'est l'hiver. Novembre, il fait froid. Et donc, novembre, on est content d'être aussi sur le canapé, éventuellement sous le plaid, avec un bon petit thé ou un chocolat chaud. D'ailleurs, on a fait notre premier chocolat chaud de la saison. Absolument. Et je pourrais vous partager la recette. Des billes de chocolat au fond, le lait par-dessus, des marshmallows. Et vous avez un chocolat chaud de folie. Exactement. Ça aussi, ça va vous faire venir, certainement. Et alors, du coup, on voulait faire le point sur 3 séries. 3 séries qui sont de retour. La première, Guillaume. The Crown. Bah oui, la reine est morte. Finally back. La reine est morte, donc ça y est, ils ont pu diffuser la dernière saison. Ça n'était pas vraiment lié à ça, mais voilà, quand même The Crown is back. J'ai réussi à regarder 2 épisodes, c'est déjà pas mal. Alors, je prends toujours du plaisir à regarder cette série. On se souvient des polémiques parce que Netflix a été forcé, mais c'est pas plus mal en même temps de rappeler que c'est avant tout une série, que si elle est basée sur des faits réels, c'est aussi en partie romancé. Ah oui, forcément. Ben oui. Et donc il y a ce petit avertissement au début de chaque épisode maintenant, qui est pas plus mal. Et puis puisqu'on parle de Royal, Max, tu veux nous parler de Young Royals ? Exactement, vous avez parlé de cette petite série de... Comment ça, Heartstopper saison 2 ? Pardon, je suis en train de lire en même temps. Ouh Pardon. Retour sur Young Royals. Voilà, donc c'est une série qu'on a vue l'année dernière, qui parle en fait de la famille royale de Suède et plus particulièrement du fils cadet. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé est évidemment fortuite. Et donc, qui est, en fait, la série se focalise sur lui. Il est dans un pensionnat bien comme il faut, très prout-prout. Il développe des sentiments, n'est-ce pas, pour un de ses co-religionnaires étudiants avec lui. Et forcément, vous imaginez bien, c'est le drama. Et donc là, c'était la saison 2. Et elle a déjà été diffusée, bien sûr. On l'a déjà terminée. Ça fait que 6 épisodes. Et on a très très envie de voir la saison 3. C'était pas mal filmé, c'était assez chouette. Oui, ça va pas tout plein. Et alors voilà, c'est un petit teaser. Effectivement, une autre série dont on vous a parlé et qu'on a beaucoup aimé, c'était Heartstopper. Gros coup de cœur de l'année dernière, ça, clairement. Voilà, et Heartstopper saison 2, ça arrive bientôt. On ne sait pas encore quand ça sortira, mais en tout cas, ils sont en train de tourner la saison 2. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ils ont fait quelques teasers et ça sera malheureusement seulement pour le printemps, très probablement. Mais en tout cas, on sera ravis de retrouver les 2 acteurs de Heartstopper. Et d'ailleurs, on peut faire un petit coup de gueule parce que l'un des 2 acteurs a été très pressé de révéler quelle était sa sexualité. Vous savez, les réseaux sociaux, petit comme coup ça de gueule peut être. En cours. Et en fait, vu la pression, il a été obligé de révéler le fait qu'il était bi et en disant globalement, les gens qui l'ont pressé à faire cette révélation qu'il n'avait pas envie de faire en public n'ont finalement rien compris
de la thématique de la série, le harcèlement et le fait qu'on ne doit pas pousser quelqu'un ou obliger quelqu'un, ou pire, annoncer que quelqu'un est gay alors que lui ou elle ne l'a pas déjà faite. Le coming out, c'est une décision personnelle qui ne peut être prise que par la personne concernée au moment où elle sent que c'est le plus approprié pour le faire. À qui elle a envie de le dire, et si elle a envie de le dire, parce qu'à la fin, personne n'est obligé de rien faire. Voilà, donc ça, c'était un petit rappel qui fait toujours du bien. Rubrique geek, en prolongement de notre petite rubrique sur Twitter. Max, tu vas nous parler de Mastodon. Eh oui, chose promise, chose due. Mastodon, c'est le réseau social qui a été mis sur le devant de la scène depuis le rachat de Twitter par Musk. Et d'après Mastodon, plus de 230 000 personnes ont créé un compte depuis la fin du mois d'octobre, ce qui est pas mal, mais au final, à l'échelle mondiale, assez insignifiant, on va quand même pas se mentir. Alors, première différence, le logo de Mastodon, c'est un éléphant, là où Twitter fait la part belle à l'oiseau bleu. Marrant quand on pense que le réseau est 400 fois plus petit que Twitter, mais certains font des petits commentaires en disant que finalement, c'était peut-être pas si mal, parce qu'effectivement, parfois, ce réseau peut être un petit peu plus imposant dans son fonctionnement que Twitter. Alors effectivement, deuxième différence plus fondamentale, Mastodon n'est pas centralisé mais fonctionne selon une approche décentralisée. Donc finalement, c'est un petit peu comme un compte mail. Chacun peut choisir un serveur pour s'enregistrer, sachant qu'après, tu peux communiquer avec les différents utilisateurs de tous les serveurs. Alors du coup, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que, avant de pouvoir t'abonner à Mastodon, tu choisisses ton serveur. Et ça veut aussi dire que le nom d'utilisateur chez Mastodon, il est un peu plus long et compliqué parce qu'il doit à la fois refléter ton nom d'utilisateur, mais aussi ton serveur avec 2 arrobas, une au début et une au milieu. Alors l'approche décentralisée, elle présente le grand avantage que Mastodon n'appartient à personne, il s'avit grâce aux dons et aux sponsors. Du coup, pas de risque qu'une situation telle qu'il arrive avec Twitter et Elon Musk arrive, mais par ricochet, si ton serveur disparaît, alors ton identifiant aussi. Et visiblement, c'est arrivé à un journaliste de France Info. Alors l'autre risque, c'est que du coup, la sécurité de votre compte et donc du contenu que vous avez publié ou que vous échangez en privé dépend du serveur que vous avez choisi et de son approche, puisque le propriétaire du serveur, on le rappelle, peut accéder potentiellement à tous vos messages privés. Et si Mastodon permet des messages de 500 caractères, donc 2 fois plus que Twitter, son plus gros défi résulte dans le fait que ceux qui cherchent à switcher sur ce réseau vont devoir se reconstruire un réseau, et c'est pas certain que vos amis ou les personnes que vous avez l'habitude de suivre sur Twitter la flemme, soient. Bref, on verra à la longue, mais la question de savoir si Mastodon va supplanter Twitter n'est certainement pas tranchée et dépendra de nombreux facteurs, et notamment de ce qui adviendra de Twitter. Merci Max. Bon voilà, c'est déjà la fin de ce 6e épisode de notre saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo. Et merci. Et on est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir de vous retrouver tous les 15 jours. Cœur sur vous. Voilà, et on vous le redit, mais si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. Mettez une note ou un commentaire, ça aidera aussi à ceux qui font des recherches de tenter l'aventure. Un like sur YouTube, sur Twitter, un pouce bleu sur Facebook, et puis voilà, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, ou le dimanche pour les plus au taquet pressés quand on a le temps de publier l'épisode. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.